Et dernier remerciement à Dominique Souchet pour ton courage. En tant que député, tu nous racontais tout à l'heure à table que ça a été le dernier geste que tu as commis au sein de l'Assemblée nationale du 3e dépôt de proposition de loi pour la reconnaissance du génocide des Vendéens. Et là, ça mérite un énorme applaudissement. Je suis extrêmement ému que nous fassions ensemble cette conférence ce soir. Je suis ému en tant qu'universitaire parce que je sais le poids des mots et je sais aussi reconnaître le talent. Je suis docteur tout de même, de pas 400 balles en plus. Donc je sais ce qu'est le mot, je sais ce qu'est l'intelligence des mots. J'ai assisté maintes fois à ton spectacle du Puy du Fou. J'en ai là-bas des centaines, des milliers de personnes. À chaque fois que les gens sont sortis de ce spectacle, ils ont été bouleversés, au sens physique et intellectuel du terme. Le poids des mots, le sens des mots, le sens de l'aventure. Et ton livre, c'est un livre que j'ai lu 2 fois parce qu'on m'a demandé de le critiquer, de le faire critiquer. Je suis rentré dedans et je tiens à saluer la manière dont tu as abordé ce charrette. Curieusement, tu ne l'as pas abordé sous l'angle de la Vendée, mais sous l'angle de l'homme, sous l'angle du marin. Mais pas du marin franco-français, du marin brito-français, je dirais presque brito-américano-français. De ce marin qui s'ancre dans cette marine colossale du XVIIIe siècle, première marine au monde. Ce Louis XVI que l'on présente comme le roi, comme un roi débile, c'est un homme d'une intelligence remarquable et qui a compris, avec l'intelligence du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, l'enjeu de la mer. C'est parce que nous avons perdu la bataille de la mer, notamment avec Trafalgar, que nous sommes rentrés dans cette paupérisation qui est la nôtre de nos jours. C'est exactement l'inverse qu'ont fait les Anglais. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit au téléphone, dans ton livre, parce que ça m'a fait penser à ce qu'a écrit l'impératrice Zita, à la chute de l'Empire, lorsque l'empereur d'Autriche-Hongrie se retrouve tout seul dans son palais, dans un monde qui n'est plus le monde avec un grand M, dans un monde nouveau, mais qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprend pas parce qu'il n'incarne plus rien. J'étais fasciné par ces quelques pages du débarquement de Charette à Brest, où il sort d'une France millénaire, ancrée, enracinée, organisée, orchestrée, etc., et qui rentre dans un monde qui le fracasse et qui va s'auto-fracasser avec, par la suite, la terreur. Ton livre s'inscrit dans cette aventure extraordinaire du Puy du Fou. Il y aura le avant et le après Charette. Parce que, au-delà de la reconnaissance de cet homme extraordinaire, une partie de mes ancêtres ont servi Charette, l'autre Catolino, avec cette double ambivalence d'ailleurs, parce que c'est la même finalité, mais ce n'est pas du tout la même expression, notamment dans la vie quotidienne. Et donc, ce Charette, il va donner une incroyable source de, comment peut-on dire, d'espérance pour la jeunesse. Je vais lire une classe à Rennes, terminale. Je l'ai fait acheter par chaque élève. Ils ont été bouleversés par ce livre. Donc, c'est bien ce que je te disais à table, il faut écrire, il faut aller à l'encontre du public, il faut escorter, il faut absolument... On n'accepte pas une civilisation qui meurt. Nos politiques nous emmènent à la mort. Tout ce qui est voté en ce moment, c'est mortifère. Tu es la vie, Charette est la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit en permanence. Je suis la vie.
Alors, l'avenir, elle se fait, entre autres, par le livre. Et je tiens à remercier quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour nous faire connaître. Hervé, lève-toi, s'il te plaît. Le directeur du Nouvel-Ouest, qui est une des seules revues à travailler pour que la vérité soit. C'est rarissime à l'heure actuelle. Et il faut le saluer. Parce que c'est grâce à eux si on peut se faire connaître. Alors, je vais parler simplement 20 minutes. Parce qu'on sait ce que je fais ici, parce que j'ai été élu. Je vais simplement rappeler ce que moi j'ai inventé au sens premier du terme, c'est-à-dire trouvé. Jusqu'en 1983, personne au sein de l'université française n'avait travaillé la question de ce qu'on appelait publiquement la guerre de Vendée. Il n'y a jamais eu un travail universitaire sur cette matière. Et donc, bien entendu, personne ne s'était posé la question de la nature de la répression en Vendée par les armées révolutionnaires. Et bien entendu, si on ne s'était pas posé la question, on n'avait pas imaginé qu'il puisse y avoir une orchestration dont la finalité, retenez ça, c'est toujours ça qu'il faut retenir, et d'éliminer l'autre non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On a tué le Vendéen sous la Révolution comme on a tué le Juif en 1941-45, comme on a tué le Cambodgien, le Chinois, etc., parce qu'ils étaient. Donc c'est ça la définition même du génocide. Ce qui est inouï à comprendre avec le recul, c'est comment essayer de reconstituer le puzzle de cette histoire illisible et invisible de la Vendée. Je n'ai pas de préjugés sur cette question. J'ai balbutié. Je suis parti de mon village natal, la Chapelle-Basse-Mer, et j'essaie de comprendre comment ce pays avait été fracassé avec des chiffres, des bilans humains colossaux, puisque 800 habitants sur 3250 ont disparu du seul fait des colonnes infernales. Et j'ai eu la chance de trouver la liste de l'habitat détruit, et je m'aperçois que c'est plus de 30% du nombre d'habitats détruits et 51% de la valeur immobilière. Ce sont des chiffres inouïs. Alors, est-ce qu'on peut résumer ça à un simple fait de guerre civile, dans la mesure où on est venu agresser les gens chez eux et on les a éliminés parce qu'ils étaient, et notamment, c'est le cas des Luxe-Boulogne, on a éliminé de préférence la femme et l'enfant. Pourquoi tue-t-on l'embryon? Pourquoi tue-t-on un enfant de quelques mois? Une femme, une mère de famille avec sa nichée, pour prendre ton expression que je trouve jolie. Pourquoi? Quel est leur crime? Le seul crime, c'est d'être. Alors, il n'y avait pas de méthode au sein de l'université. Il n'y avait pas de méthode parce que personne n'avait réfléchi sur cette question. Et une fois qu'on a créé la méthodologie, c'est le cas du livre que j'ai fait sur la Chapelle-Basse-Mer, on peut extrapoler la méthodologie sur l'ensemble de la Vendée militaire, qui ne concerne pas seulement la Vendée départementale, le Nord, mais un vaste territoire, l'Atlantique, le Sud, le Sud-Ouest du Maine-et-Loire, le Nord-Ouest des Deux-Sèvres, et bien entendu, le Nord de la Vendée. Et qu'est-ce que je constate? Une chose tout simple, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la Chapelle-Basse-Mer, le bilan se retrouve dans ces 770 communes. Alors, est-ce que c'est le hasard d'un dérapage, comme l'école officielle veut le dire, ou c'est quelque chose de réellement orchestré? Et si c'est orchestré, qui l'a organisé? Qui l'a ordonnancé? Qui a initié la chose? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser en tant qu'universitaire, puisque je me rends bien compte qu'il y a une arme tranchante, une arme mortifère, c'est l'armée française. L'armée française. Mais c'est inouï. C'est le chef des armées de l'Ouest qui, au nom de la loi, extermine. C'est un cas unique dans l'histoire de la France. La deuxième chose que je constate, c'est que le général Turreau, général en chef des armées de l'Ouest, il exécute les lois. Et il le dit lui-même, selon les lois, je vais faire ceci. Alors quelles sont ces lois?
Ces lois, ce qui est incroyable, c'est qu'on les connaissait, notamment un grand historien amateur, Crétino Joly, mais on n'en avait tiré absolument aucune conclusion. C'est le seul crime légal de l'histoire de l'humanité. Il n'y a eu aucun crime de cette nature qui a été voté par une assemblée nationale souveraine. C'est un cas unique. Le génocide des Juifs est un génocide politique, administratif. Mais ce n'est pas un crime lié à une délibération, à un vote. Et tous les crimes, que ce soit ceux commis en Chine, au Cambodge, derrière le rideau de fer, sont tous des crimes administratifs et politiques. La Vendée, c'est le cas unique. Alors qui est responsable de ça? Puisque spontanément, on pourrait imaginer que c'est la Chambre qui est souveraine et qui, en son sein, sous l'initiative de quelques-uns, notamment Barrère, a imposé cette volonté, ces ordres et cette réglementation. Le hasard a fait que je suis tombé sur ce que j'appelle des petits bouts de papier. Et là, je m'aperçois de deux choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, la Convention n'est pas le gouvernement de la France, mais ce n'est qu'une chambre d'enregistrement des ordres donnés par le comité de salut public, qui est l'organe exécutif de la nation, organe indivisible. Eh bien, ça change tout. Ça change tout, parce que le crime de génocide ne commence pas. Vous savez, l'autre jour, j'ai lu un article qui m'a vraiment énervé, d'un journaliste ami, qui a écrit ce qu'a fait Séchère, c'est définitif. Non, j'espère que non. Parce que si c'est le cas, eh bien, j'en serais malheureux, parce que je pense que c'est encore plus complexe que ce que je crois. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours dit, le génocide va de l'arrivée de Turreau, le 21 janvier, des colonnes infernales, au 13 mai 1994. En fait, non. Le génocide commence le jour où, au sein du comité de salut public, il y a 4 membres qui ont rédigé la loi qui va être votée le 1er août 1793. Et cet acte, c'est le fondement même du génocide. Donc le génocide commence le 26 juillet 1793. Ensuite, on passe à la législation. Il y a 3 lois. Qu'importe les lois, elles sont là, il faut les noter. La loi du 1er août, la loi du 1er octobre, et la loi auquel on ne fait pas du tout attention, c'est la loi du 7 novembre. Grosso modo, la loi du 1er août, c'est la loi qui prescrit 4 choses, et qui est déjà un crime de génocide. La division de la population en 2 lots, les femmes et les enfants que l'on arrache et que l'on déporte, et le reste qu'on massacre. Bleu et blanc confondus, le problème ne se pose même pas. Deuxièmement, l'anéantissement physique de l'habitat, des sources économiques de la Vendée. Troisièmement, quelque chose auquel on n'a jamais pensé, l'épuration de l'armée. Parce que l'armée de 1793, c'est l'armée d'Ancien Régime. Et on n'a pas confiance dans cette armée. Et donc on va l'épurer. Et les héros de cette histoire sont justement ceux qui ont dit non. Je refuse de marcher et d'éliminer mon frère. Et parce que tu refuses, on va t'éliminer. Les véritables héros, ce n'est pas ceux qui sont gravés sur l'arc de triomphe, comme Turreau et ça, qui sont des criminels contre l'humanité. C'est exactement l'inverse, ceux des anonymes qui ont refusé. Puis la 4e chose, l'échéance. 15 jours. C'est incroyable cette échéance. En 15 jours, on pense qu'il est possible, avec les moyens techniques dont on dispose à l'époque, d'éradiquer de ces 10 000 km², 815 000 habitants. Et bien entendu, c'est l'échec. D'où la 2e loi du 1er octobre.
qui est une loi exclusivement consacrée à la population, où on décide d'éliminer tout le monde. Et cette troisième loi du 7 novembre 1793, où on va arracher symboliquement, je suis toujours surpris que l'on note pas ça, le nom de la Vendée pour lui substituer un nouveau nom, Vendée. Ce n'est pas un jeu de mots, contrairement à ce que l'on pense. C'est une addition d'axiomes qui est la suivante. Le Vendéen n'est pas un homme. Si ce n'est pas un homme, c'est un non-homme. Si c'est un non-homme, il ne peut pas être propriétaire, dont de facto son territoire, son espace, son habitat appartient à la nation. Et comme ce n'est pas un être humain, eh bien, on va le chasser, comme le loup, et tout le vocabulaire s'ensuit. Alors, en fait, il y a combien d'étapes dans le processus du génocide? Eh bien, il y en a 4. Première étape, 26 juillet 1793, juste l'affaire du 10 novembre 93, on fait les choses comme on peut, on extermine. Deuxième phase, à la suite du constat que l'on ne peut pas exterminer les Vendéens n'importe comment, on va mettre en place un plan dit masse. Et ce plan a été conçu par les membres du comité de salut public eux-mêmes. J'ai mis le 10 novembre, c'est le 11 novembre. Oh, la méthode, elle est très simple. On crée une armée massive. Cette armée massive tombe sur les Vendéens et les élimine. Mais, il s'avère que c'est impossible de faire cela pour 2 raisons. Parce que la Vendée est vaste, parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. D'où l'idée qu'a le général Thuron, et c'est là le 3e plan, d'utiliser les colonnes infernales. Et dans le cadre de sa fameuse lettre du 24 janvier 1794, où il explicite ce qu'est son plan, il ne demande pas, contrairement à ce que moi-même j'ai pu écrire, l'autorisation d'exterminer tous les habitants, mais l'autorisation de changer le plan et de ne plus utiliser le plan masse, qui est le plan politique, mais le plan lié à la colonne infernale, mobile, et qui suit les fugitifs. Et c'est ça qu'il demande. Et lorsque Carnot, au nom du comité de salut public, lui donne sa réponse, il est tout à fait clair. Ton plan est bien, et tes intentions justes. C'est-à-dire, c'est bien le gouvernement qui donne son accord à la nouvelle méthode d'extermination par les colonnes infernales, et bien entendu, la finalité, c'est l'éradication de la population. Donc on a les preuves absolues de ce crime d'État. Alors, ce plan va échouer, et c'est la 4e étape, 13 mai jusqu'au 2 décembre 1794, où on va créer un système d'extermination mixte, basé à la fois sur des camps de retranchement, il y en a X, et puis ces camps, à partir de ces camps, on va envoyer des colonnes mobiles, les colonnes infernales. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le génocide des Vendéens n'a pas duré 3 mois, 4 mois, mais 1 an et demi. Eh bien, ça change tout. Ce crime de génocide a duré 1 an et demi. Alors, c'est le mot qui fait l'acte. Jusqu'en 1943, aucun historien, aucun homme politique ne pouvait classer par nature ce crime. Il y en a eu un seul qui a essayé, Babeuf. Il a créé ce néologisme de populisme, malheureusement, il n'a pas été retenu. Et ce génocide, c'est vraiment le mot adéquat. Et je rappelle la définition du génocide. C'est l'idée d'extermination partielle ou totale d'un groupe humain, de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Et bien là, le seul fait qu'il y ait eu la loi du 1er août, c'est un crime de génocide. Ça y est, ça suffit. Et donc, tout le reste, ce n'est qu'une addition. Est-ce que les Vendéens constituent un groupe humain? Oui. De type ethnique ou racial, sûrement pas. Mais de type religieux et politique, oui. Puis c'est clair. Alors, reste, j'en ai pour 5 minutes, le problème de la mémoire. Je répète ce que je disais, ce que tu as repris, François. C'est le mot qui fait l'acte. Et pourquoi je vais utiliser un mot breton? On baragouine dans la mémoire.
Ben parce qu'on n'a pas de mots. Parce que personne n'a réfléchi sur la reproduction de l'histoire. D'où la nécessité de créer un mot et de le définir, c'est le concept de mémocide qui est le 4e crime de génocide. C'est-à-dire la volonté délibérée, partagée, d'éradiquer, d'inverser un fait absolument, parfaitement contrôlé, cerné. Alors, ce crime de mémocide a commencé quand? Eh bien, je peux le dater très précisément. Il a commencé le 18 octobre 1793. C'est l'horreur absolue. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je suis très mauvais dessinateur, mais je vais essayer. C'est censé représenter la Bretagne, la Loire. Les Vendéens traversent la Loire à Saint-Florent. Mais, en traversant Saint-Florent, le général en chef, Bonchamp, est agonisant. Et donc, il sait qu'il va mourir, et comme c'est un chrétien fervent, il sait qu'il va se retrouver devant son Créateur qui va le juger. Et en tant que son chef, il est responsable et coupable. Lui. Alors, que faire des 5000 bleus prisonniers qu'ils ont? Eh bien, il va les gracier et les libérer. Ce sont deux actes différents. Grâce, libération. Et lorsque le comité de salut public apprend cela, il se pose pour lui deux questions. Première question, comment justifier l'extermination des Vendéens alors que les Vendéens viennent de libérer 5000 bleus? Ben, c'est pas possible. Et deuxième chose, comment cela se fait-il que des soldats bleus aient accepté cette grâce et cette libération comme étant ainsi un crime contre les hommes et contre le politique? Eh bien là, on va faire trois choses. Première chose, on va demander à ces bleus prisonniers de mentir, de dire qu'ils n'ont pas été libérés, graciés et libérés, mais libérés par les troupes bleues qui les ont maltraités, ce qui permet d'asseoir le reste. Et la deuxième chose, ils vont leur demander de réparer le crime infini qu'ils ont commis d'avoir accepté la grâce d'esclaves, c'est-à-dire des Blancs. Et bien on va leur demander d'exterminer non seulement leur libérateur, mais aussi toutes les familles. Et si vous allez à Saint-Florent-le-Vieil, si vous allez derrière Marière, et bien tout est écrit sans que personne n'ait compris. Alors, deuxième crime de mémocide, c'est l'affaire Barras, qui n'a jamais existé. Le fait a existé. Bon, on ne sait pas du tout qui a éliminé Barras. Puis après, c'est toute l'orchestration politique, toute l'orchestration historique, toute l'orchestration journalistique, qui fait que non seulement on a inversé le mécanique, c'est-à-dire les bourreaux sont devenus des gens bien, entre guillemets, et les victimes sont devenues des bourreaux. Ce qui va se traduire par une honte par rapport aux Vendéens qui vont avoir honte de leur histoire, qui vont refuser d'en parler, c'est ce qu'on appelle un déni, qui va se traduire souvent par une inversion. Puis à l'inverse, la nation qui rend hommage aux bourreaux, à ces criminels contre l'humanité, en leur donnant des noms de rue, en gravant leurs noms sur l'Arc de Triomphe. Et je prends un exemple. J'étais un jour à Paris, de nuit, avec un de mes fils, et je faisais le tour de l'hôtel de ville. Et au sein de niches de l'hôtel de ville, du grand hôtel de ville de Paris, il y a des statues. J'ai commencé à lire ces statues. Et à un moment donné, je vois comme statue érigée au sein d'une niche, une statue érigée pour Fourcroy, le chimiste, le député qui a imaginé gazer les Vendéens pour les éliminer proprement. C'est le fondateur du concept du gazage de la population, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle était. Donc, voilà mon travail. Philippe, ce n'est pas l'universitaire qui a parlé, mais c'est le Vendéen, et je pense que je parle au nom de ma famille, au nom de mes amis. Moi, je suis de la rive gauche de la Loire. Ma grand-mère ne voulait pas traverser la Loire, elle n'aimait pas la rive droite.
parce que la Loire était sans doute une source de souffrance. Et lorsque j'arrivais dans mon collège à Saint-Sauveur-de-Bretonne, bien connu des Nantais, paraît-il c'était pour les élèves indisciplinés, ceux qui n'étaient pas de mon cas où je trichais bien, eh bien, j'avais honte d'être vendéen et je ne disais jamais que j'étais vendéen. Parce que j'avais honte. Et lorsque je revenais, je retraversais la Loire, je retrouvais cette fierté d'être vendéen, on se parlait entre nous. D'ailleurs, on se mariait entre nous. Eh bien, tu nous as rendu cette fierté d'être vendéen. Et c'est sans doute, pour moi, ton plus grand mérite, à travers ton œuvre, de nous avoir rendu cette fierté. Et pour cela, en tant que vendéen, je tiens à te remercier. Et je pense que la salle va s'unir avec moi en te rendant cet hommage. Tu nous as rendu la fierté. Merci, et c'est à ton tour, et je pense que vous pouvez le saluer.